Chapitre 3. La douleur d'une mère. Un jour, en 1993, mon fils Jeannot a brutalement coupé les ponts avec moi, sans explication, me privant par là même de mes petits-enfants adorés, Gabriella et Michael. Certains soirs, assise dans mon canapé, il m'arrive de relire ce petit mot que mon fils m'avait donné quand il avait 11 ans. Un jour de fête, un jour de Saint-Valentin, il disait « C'est pourtant la fête des amoureux, mais un fils a bien le droit d'aimer sa mère. » Je garde précieusement cette carte. Je repense souvent à sa voix si précise à mon oreille, si précieuse à mon cœur. Il est si loin ce temps-là, quand nous étions proches. Jeannot est le seul homme que j'ai vraiment aimé dans ma vie. Cet enfant, je l'ai voulu de tout mon cœur et je l'aime de toute mon âme. Il est la chair de ma chair, le sang de mon sang. Si j'ai décidé un jour de fuir le Portugal, c'est aussi pour lui assurer un avenir. Je l'ai élevé toute seule en essayant d'être la meilleure mère possible et en lui donnant les plus belles cartes du destin. Aujourd'hui même, si la vie nous a éloignés, il reste mon enfant. Jeannot est entré dans ma vie en 1967. J'avais rencontré son père lors de l'anniversaire d'une copine où ma mère m'avait exceptionnellement autorisée à aller. Je me demande bien encore comment elle avait pu accepter alors qu'elle ne me donnait jamais la permission de sortir. Au cours de cette soirée d'anniversaire, je suis tombée sous le charme de Fernando Silva, un homme qui était typographe et qui avait réponse à tout. Il ne s'est rien passé entre nous tout de suite. C'est seulement quelque temps après, toujours chez la même amie, que je l'ai revu et que nous nous sommes rapprochés. J'avais alors très envie quand même. J'avais un véritable besoin de tendresse. Il venait m'attendre régulièrement à la sortie de l'usine, et puis ce qui devait arriver arriva. C'était le 24 septembre 1967. Le jour de son anniversaire, nous étions allés nous promener dans un parc et nous avons fait l'amour pour la première fois. J'avais alors 19 ans et je ne connaissais rien à ces choses-là. Le mois suivant, je découvrais que j'étais enceinte. Bien évidemment, ma mère l'a très mal pris, d'autant plus que le futur papa allait bientôt partir à l'armée pendant plusieurs mois. João Carlos est né le 23 juillet 1968 à 21h10. Ma grande sœur m'avait suggéré de l'appeler Carlos Georges, mais j'ai opté pour João Carlos. Plus tard en France, comme les gens n'arrivaient pas à prononcer João, et que ce nom se traduit par Jean, il avait été surnommé Jeannot. Je n'ai pas accouché à l'hôpital. Une sage-femme est venue à la maison. Au Portugal, un enfant porte toujours le nom de son père et de sa mère, et il n'était pas question que mon petit soit déclaré de père inconnu. J'ai donc insisté pour que le papa vienne à moi, à la mairie, pour déclarer la naissance de l'enfant. Comme il était alors en prison, à l'armée, pour quelques bêtises, il m'a accompagné les menottes aux mains, entouré de 2 militaires. Mon enfant a été baptisé quelques mois plus tard. Au nom de je ne sais quelle croyance populaire, ma mère et la marraine qu'elle avait choisie n'ont pas voulu que j'assiste au baptême. Selon elle, si une maman assistait à la cérémonie, son enfant serait malheureux toute sa vie. Comme je suis superstitieuse et que je voulais, avant tout, le bonheur de mon fils, je me suis donc résolue la mort dans l'âme à ne pas aller à son baptême. J'ai très mal vécu cette situation, et le jour de la cérémonie, j'ai pleuré seule dans mon coin toute la journée. Ma seule consolation, c'était de me dire que je faisais cela pour son bien. Cette première séparation avec Jeannot m'a profondément marquée, si bien que par la suite, j'ai tout fait pour le garder près de moi. C'est d'ailleurs pour ne plus être jamais séparée de Jeannot que j'ai décidé de l'emmener avec moi en 1972. Les fois précédentes, je l'avais laissé au Portugal, une fois chez ses grands-parents paternels, puis chez ma mère. Nous avons donc pris la direction de la France, sans passeport bien sûr, en passant la frontière portugaise à Villaformoso, avant de rejoindre Fuentes de Oñoro en Espagne. Ce fut un voyage long et difficile. Nous avons beaucoup pleuré, lui et moi. Par chance, nous sommes tombés sur un douanier compréhensif et plutôt conciliant. Je pense qu'au-delà de ma franchise, les pleurs de mon petit Jeannot l'ont ému. En me voyant avec mon petit bonhomme dans les bras, cet homme a été attendri. Tout ce que je faisais alors, c'était dans l'espoir de jours meilleurs, non seulement pour moi, mais surtout pour mon petit Jeannot. Je voulais lui donner une enfance qui serait tout l'inverse de celle que j'avais eue. Je voulais qu'il soit fier de sa maman, et j'ai tout fait pour cela. J'ai travaillé dur. Mon petit Jeannot, c'était ma raison de vivre, le sens de ma vie. J'étais ce qu'on appelle une mère célibataire, et je faisais tous les efforts nécessaires pour que mon fils ne manque de rien. Je n'ai jamais levé la main sur lui. Grâce à Doudou, je me suis installée dans un petit 2 pièces à Clichy, et j'ai pu inscrire Jeannot à la maternelle. Je voulais absolument qu'il fasse des études. C'était tellement triste de ne pas être instruit. J'ai donné à Jeannot tout l'amour et l'attention que j'avais. Comme le dit une de mes chansons, « Qu'est-ce que tu sais faire ?» sortie en 1988. Je ne sais que veiller et aimer.
Même si l'histoire entre son père et moi s'est vite terminée, je n'ai jamais fait aucun mystère à Jeannot sur son papa. Je ne l'ai pas empêché de le voir non plus. Fernando savait où il était. Jeannot allait d'ailleurs souvent en vacances, chez ses grands-parents paternels. Pourtant, son père ne s'est jamais soucié de lui à l'époque. Il ne cherchait pas à savoir comment je me débrouillais pour l'élever. Je ne lui ai jamais rien demandé. Jeannot et moi, c'était fusionnel. Nous avons partagé tellement de galères qu'au-delà les liens du sang, nous étions soudés dans l'adversité. Et puis les années ont passé. Jeannot a grandi. J'étais devenue une chanteuse à succès. Je chantais aux quatre coins de la planète, et mon histoire aux allures de conte de fées avait ému le monde entier. Les hommes qui partageaient ma vie ont tout accepté, mon fils. Quand j'ai vécu avec le photographe Marc Bonner en 1979 et 1981, il a su établir une belle relation avec Jeannot. Il le conduisait au catéchisme, il jouait avec lui, il était devenu le grand frère idéal pour mon petit. Marc avait une belle maison de famille à Colombage, à Moyou, dans le pays d'Auge, au milieu des pommiers et des chevaux. Jeannot aimait bien cet endroit, et c'est d'ailleurs dans ce village du Calvados qu'il a fait sa communion. La cérémonie s'est déroulée dans la petite église romane Saint-Germain, dont le clocher qui date du XIe siècle a la particularité d'être penché. Je me souviens encore très bien à quel point mon Jeannot était beau dans son aube blanche. Marc nous a aussi fait découvrir la Garenne-Colombe où sa mère habitait. J'ai beaucoup aimé cet endroit proche de Paris. Et j'y ai d'ailleurs trouvé une maison où je me suis installée avec Jeannot. Au départ, je la louais, puis à la mort de la propriétaire, je l'ai rachetée aux enfants. Cette maison très confortable avait un jardin et j'ai pu avoir des chiens, pour le plus grand bonheur de Jeannot. Il allait à l'école à 80 mètres. C'était très pratique. Lorsqu'en 1981, Raymond est entré dans ma vie, il a su lui aussi accepter et se faire apprécier très vite de mon fils. C'était très important pour moi. Un jour, en 1984, Jeannot m'a dit qu'il était amoureux. Je pensais alors qu'il avait rencontré une jeune fille de son âge et qu'il vivait un de ses premiers flirts, comme tous les adolescents de 15 ans. Quand j'ai découvert que la dulcinée en question avait 10 ans de plus que lui et seulement 10 ans de moins que moi, j'ai tenté d'expliquer à Jeannot qu'il devait réfléchir et ne surtout pas foncer tête baissée dans cette aventure. Il n'a rien voulu entendre. Cette femme était figurante sur les plateaux de télévision. Elle était portugaise et s'appelait Aurora, mais son nom d'artiste était Sonia. Elle avait véritablement envoûté mon fils. J'étais désemparée par la situation. Étrangement, à peu près à la même époque, Didier Barbelivien et Michel Jouveau m'ont proposé une chanson émouvante qui a pour titre « Rendez-le-moi ». C'était la supplique d'une femme dont le mari est parti avec une autre. J'étais alors la mère d'un enfant qui volait vers sa vie. En l'interprétant, les deux situations se télescopaient et résonnaient terriblement dans mon âme. J'ai très mal vécu cette situation. Je ne pouvais pas supporter qu'une femme me vole mon enfant. Ma douleur était immense. Jeannot était si jeune. J'ai voulu porter plainte pour le détournement de mineurs. Jeannot ne l'a pas accepté. Il a même tenté de se suicider. Après une nouvelle confrontation avec moi sur le sujet, il a pris sa moto et il est parti en trombe. J'étais folle d'inquiétude. Il a eu un accident et s'est retrouvé à l'hôpital. À partir de là, j'ai renoncé à me battre. Dans la Bible, il y a un passage dans le premier livre des rois qui s'appelle le jugement de Salomon. Dans ce texte, le roi d'Israël, Salomon, statue sur un différend entre deux femmes, au sujet d'un enfant dont elles prétendent chacune être la mère. Pour régler le désaccord, Salomon réclame une épée et menace de couper l'enfant en deux afin qu'elles prennent toutes deux une moitié. L'une des femmes se met alors à crier et préfère renoncer à l'enfant plutôt que de le voir mourir. En elle, Salomon a immédiatement reconnu la véritable mère. Comme dans ce passage de la Bible, j'ai préféré accepter de laisser mon fils en vie avec cette femme plutôt que de le voir mourir. C'est aussi cela, la force d'une maman. Dès lors, puisque c'était le choix de mon enfant, j'ai tout accepté, tout fait pour son bonheur, je lui ai tout offert. Je l'ai même engagé en première partie de mes spectacles, puisqu'il voulait devenir chanteur. Le 23 février 1988, au lendemain de mes 40 ans à 7h25 du matin, j'ai eu le plus beau des cadeaux. Je suis devenue grand-mère pour la première fois. Jeannot et sa femme ont une petite fille prénommée Gabriella Aurélie, qui a été baptisée le dimanche 19 juin à l'église de la Garenne-Colombe. En 1989, sur le plateau de Sacrée Soirée sur TF1, Jean-Pierre Foucault m'avait fait la surprise de réunir 5 générations autour de moi. Il avait ma grand-mère maternelle, ma mère, mon fils, ma petite-fille. Dans une autre émission, Champs-Élysées de Michel Drucker, cette même année, je chantais en duo avec Jeannot, la chanson « Dis-moi pourquoi ». De grands moments qui me semblent tellement loin aujourd'hui. Durant l'été 1992, j'ai fait une tournée de 55 dates dans le sud de la France, entre Cannes et Bordeaux. Comme je n'ai jamais apprécié les hôtels, j'ai demandé à mon tourneur de l'époque, Jacques Marouani, de me trouver une petite maison afin que je puisse rentrer entre chaque concert.
J'ai donc élu domicile pendant 2 mois à Aigues-Mortes. Le 28 avril de cette même année, Jeannot et Aurora avaient eu un petit garçon, Michael. Nous avons donc passé tout cet été 1992 en famille. C'est un merveilleux souvenir, le calme avant une tempête qui allait tout emporter sur son passage. Pour Noël 1992, nous avons fait une grande fête. J'ai invité Jeannot avec sa femme, sa belle famille et mes 2 petits-enfants dans notre maison de Saint-Aubin-en-Bray. J'avais décoré un immense et magnifique sapin de 3 mètres. J'adore ces moments de convivialité en famille et j'ai fait tout pour les rendre magiques. Pourtant, je ne savais pas encore que ce serait le dernier. Le dimanche 27 juin 1993, j'ai décidé de me séparer de mon compagnon Raymond. J'étais de plus en plus excédée par son attitude et je commençais sérieusement à ouvrir les yeux sur ses agissements financiers. Je travaillais beaucoup et il me disait toujours que nous n'avions pas d'argent. Je ne sais pas s'il y a un lien de cause à effet, mais presque au même moment, mon fils s'est éloigné de moi. Bien sûr, il était très complice avec Raymond, mais j'étais quand même sa mère. Ses visites sont devenues de plus en plus rares. Il prétextait toujours qu'il n'avait pas le temps, qu'il était trop occupé. Je ne voyais plus mes petits-enfants non plus, et la situation est devenue au fil des mois insupportable. Elle a atteint son paroxysme à Noël 93. Je me suis retrouvée toute seule dans ma grande maison vide. C'était très dur. Je me demandais ce que j'avais bien pu faire pour mériter cela. J'aurais pu faire une bêtise ce soir-là. Heureusement, grâce à un ami, j'ai pu m'extraire de cette descente aux enfers. La nuit de Noël, je suis allée danser dans un club de Forges-les-Eaux où le DJ rappeur Sydney faisait l'animation. J'ai dansé jusqu'au petit matin pour oublier mes souffrances et exorciser ma cruelle solitude. Sur la piste, on ne voyait que moi qui remuais mon corps. Je tournais comme pour me donner le vertige. Je voulais tellement oublier l'absence de mon fils et de mes petits-enfants en ce soir de Noël. À 6 heures du matin, je suis rentrée à Saint-Aubin-en-Bray et j'ai dormi tout le jour de Noël. Par la suite, j'ai encore tenté à plusieurs reprises de renouer contact avec mon fils, mais il ne me répondait plus. Tellement malheureuse de ne plus voir mes petits-enfants, un jour je suis allée attendre à la sortie de son école ma petite Gaby qui avait alors 7 ans. À cette époque, je venais de réenregistrer plusieurs de mes grands succès et je m'apprêtais à sortir un best-of. Comme j'allais refaire des émissions de télévision, je savais que ma petite fille allait me voir. J'ai senti alors le besoin d'aller lui parler. J'ai donc pris ma voiture et je suis allée l'observer lorsqu'elle sortait de l'école. Je l'ai suivie et avant qu'elle n'arrive chez elle, j'ai stoppé mon véhicule à sa hauteur et j'ai baissé ma vitre. Quand elle m'a vue, elle semblait effrayée. Elle a crié dans un sanglot « Mamie, tu me fais peur, tu es morte !» Puis elle est rentrée chez elle, en courant, me laissant en larmes, tétanisée, anéantie. On lui avait fait donc croire que j'étais morte. Pourquoi une telle haine sans aucune explication? Toutes les mamies séparées de force de leurs petits-enfants pourraient comprendre le terrible drame que j'ai vécu. Quelque temps après, en 1996, j'ai découvert que mon fils avait quitté la France avec femme et enfants. Je ne savais même pas où il était parti. Ce n'est que plus tard, au début des années 2000, que j'ai appris qu'il s'était installé au Portugal. En mars 2014, je suis partie pendant 9 jours sur une croisière Âge tendre avec d'autres artistes. Tous les après-midi, chacun à notre tour, nous nous retrouvions sur la scène du MCS Splendida pour offrir aux heureux passagers un mini-tour de chant. Le mardi 4 mars, la croisière a fait escale à Lisbonne. J'ai vécu ce jour-là 2 grandes émotions. La première, c'est de retrouver mon pays d'origine. Quand j'ai vu le célèbre pont du 25 avril surplombant le Tage, j'ai eu un frémissement. Je n'étais pas revenue à Lisbonne depuis plus de 10 ans. Le second grand moment de la journée, c'est quand j'ai pu enfin serrer dans mes bras mon fils, que je n'avais pas revu depuis plus de 20 ans. On ne peut pas véritablement parler de retrouvailles. Le producteur de la tournée avait organisé cette rencontre avec mon fils pour en faire un reportage dans la presse. Ce fut un rendez-vous très compliqué à monter. Jeannot fut réticent. Jusqu'au tout dernier moment, je pensais qu'il ne viendrait pas. Après une partie de cache-cache, il a pourtant fini par apparaître dans le centre commercial Vasco de Gama, dans le quartier d'Ao Nações. Ce fut très court mais plein d'émotions. J'ai beaucoup pleuré en le revoyant et je me suis aussi posé de nombreuses questions. J'ai réalisé aussi que cet éloignement m'avait profondément détruite. J'ai demandé des nouvelles de mes petits-enfants et j'ai été ravie de savoir que ma petite Gabriella a été diplômée en psychologie et Michael passionné d'informatique. Ainsi va la vie. Jeannot m'a semblé heureux. Même s'il ne vit pas de sa passion pour la musique, il fait un autre métier mais ne désespère pas de sortir un album et de remonter sur scène. Nous sommes tellement identiques. Passionné, entêté, il est bien le fils de sa mère.
Lors de cette trop brève rencontre, il a prétendu que c'était moi qui avais refusé de le revoir pendant toutes ces années. J'ai alors fondu en larmes. En le quittant ce jour-là et en retrouvant ma cabine, le vertige m'a saisi face au vide de l'absence. En écrivant ces lignes, je pense à toutes les mamans du monde qui peuvent comprendre ma douleur. Si je peux être entendue et comprise, c'est que mon amour pour Jeannot porte mes mots et tient ma main pour écrire.